Ce que nous vous proposons maintenant, c'est pas seulement de changer de regard et de perspective, mais de plonger dans une nouvelle dimension. Nous allons quitter les lieux touristiques traditionnels, comme ce marché par exemple ici, et nous allons nous divertir et nous allons nous évader autrement et ailleurs. Nous allons faire de l'exploration urbaine. Alors nous allons pousser la porte d'un hôpital abandonné, nous allons découvrir une friche industrielle ou encore monter sur le toit d'une cathédrale. Et pour cela, nous allons mettre nos pas dans ceux des explorateurs urbains. Ils seront nos guides. Regardez. On prend les casques ou pas? On prend les casques, on sait jamais. Pas question d'emprunter l'entrée principale. Ils passeront par le jardin. Pas question non plus de donner les noms des deux membres de ce commando. Ce qu'ils font est illégal. Nous ne donnerons que leurs pseudonymes, 7 et Sentinelle. Sur le chemin, ils sont aux aguets, guettant la moindre trace de présence, prêts à faire demi-tour au premier bruit. On doit être derrière le bâtiment, là. Perdus au milieu de la campagne, ils arrivent enfin à leur destination, une vieille demeure bourgeoise dont nous tairons la localisation exacte. On fait gaffe parce qu'on risque d'être visible de la route là après, parce qu'on trace là direct. Ils se cachent, pourtant en réalité ils viennent plus en touristes qu'en cambrioleurs. Ça a l'air calme. Des touristes spécialisés dans les lieux abandonnés. La porte est grande ouverte, du mode infiltration, ils passent en mode exploration. 960. Tapisserie d'épaule. Le manoir date de la fin du 19e. Il a été recyclé une première fois en colonie de vacances, puis en hôtel. Depuis 6 ans et une faillite, il est abandonné. Les propriétaires devaient penser que ce serait temporaire. Les mobiliers sont encore là, c'est sympa. Par contre, le bâtiment commence à accuser un petit peu les ravages du temps. On sent l'humidité. Et on voit les plafonds qui sont en train de commencer à dégringoler. En attendant que la maison ne s'écroule, cela reste le terrain de chasse idéal pour ces discrets visiteurs. Un endroit qu'il faut immortaliser sous toutes ses coutures. C'est exactement ce qu'on cherche. Les endroits vides, c'est moins intéressant parce qu'il n'y a plus de traces, on voit pas trop ce que c'était. Là, on voit très bien que c'était un hôtel, il y a encore des chambres, il y a des lits, il y a de la vaisselle, il y a des draps. Donc ça donne vraiment une ambiance sympa au lieu. Après 2 heures d'exploration et une dernière image volée, ils repartent aussi discrètement qu'ils sont arrivés. Entre-temps, ils n'ont rien cassé, rien volé, rien tagué dans la plus pure tradition de l'urbex. Urbex, une contraction pour exploration urbaine. Une manière de découvrir tout un pan de patrimoine, en général inaccessible. La pratique est en train de se développer considérablement en France. Forums et sites internet se multiplient. On y trouve des bons plans, des conseils et surtout brandis comme des trophées d'innombrables photos d'endroits improbables, maisons abandonnées, friches industrielles ou mines désaffectées. Ces explorations sont souvent illégales et le milieu est réputé très fermé. Combien y a-t-il d'adeptes en France? Sans doute un peu moins de 10 000. Qui sont aujourd'hui les urbexeurs? C'est le nom qu'ils se donnent. Quelles sont les règles et les risques de cette pratique? Rencontre avec ces explorateurs qui redécouvrent des lieux où personne ne va. Seth et Sentinelle n'ont pas vraiment des profils de marginaux. L'un est informaticien, l'autre banquier. Ils ont même posé des jours de récup pour faire leur virée à l'étranger. Pendant 4 jours, nous allons les accompagner dans les friches qu'ils vont visiter à travers la Belgique. S'ils parviennent en tout cas à tout faire rentrer dans le coffre ce matin. Donc on a un nécessaire de sécurité, une corde, des harnais pour s'attacher.
Une trousse de secours aussi en cas de pépin, en espérant qu'on n'en ait pas besoin. Mais il vaut mieux l'avoir aussi. Et ça c'est un des trucs les plus précieux. Donc ça c'est un peu notre caverne d'Ali Baba, c'est notre liste de spots qu'on a pour les quelques jours de voyage. Donc on a un peu préparé un petit résumé vraiment avec une photo, la localisation, parfois un petit peu d'historique, les choses qu'on peut arriver à trouver sur les sujets qu'on va visiter tout simplement. En tout, les deux trentenaires ont cherché des infos pour une vingtaine de sites. Ils n'en prospecteront pas plus de 7 ou 8, mais ils ont prévu des plans B, au cas où. Ils pratiquent depuis 3 ans sur Lyon et commencent à tourner un peu en rond. Pour 600 € tout compris, hôtel, essence, sandwich, ils vont s'offrir quelques nouveaux spots chez nos voisins belges. C'est un endroit où il y a beaucoup de friches, beaucoup de spots à explorer et des spots qui sont en bon état, comparé à ce qu'on a nous en France en fait. Après 100 mètres, vous êtes arrivé. Mais d'abord, il faut les trouver, ces fameuses friches. C'est inscrit. Or là, rien à l'horizon, pas l'ombre d'un bâtiment abandonné. C'est pas ça. Ça n'a pas été rasé quand même. Prends à gauche. Bah voilà. Ah. Le site est enfin repéré. Peut-être pas se garer devant. Non mais en revanche, rien ne nous interdit de faire un passage. Ensuite, le rituel est immuable, petit repérage en voiture et stationnement discret. Si on se gare sur les abords du site ou sur le parking du site, c'est flagrant, ça veut dire qu'on est dans le site. On préfère se garer un peu plus loin puis y aller en marchant tranquillement et pas prendre le risque de se faire repérer comme ça. Reste le plus important, trouver une entrée dans cet ancien hôpital. Une fenêtre cassée, un soupirail, Ou une porte ouverte. une porte ouverte, ça arrive aussi. Il est hors de question qu'on ne trouve pas. Après-guerre, ce château de style Renaissance néo-flamand a été agrandi pour accueillir des patients. Les derniers sont partis en 1999. Mais pas question de fracturer une fenêtre pour autant. On forcera pas parce que si on force, on risque de casser et si on casse, ça serait une entrée avec effraction. Une entrée par effraction ne sera de toute façon pas utile. D'autres sont déjà passés par là. Et là, vous n'êtes pas les premiers. Non, a priori, on n'est pas les premiers. Il semblerait que ce soit l'accès du lieu. Qu'est-ce que vous risquez en pénétrant dans un lieu comme ça, en violation de propriété privée? Dès l'instant où on n'a rien cassé pour entrer, on vient faire des photos, on nous voit avec du matériel photo, on n'a rien emporté, on laisse pas de détritus, on risque pas grand chose, on risque une réprimande, puis on va nous demander de sortir, éventuellement nous faire effacer les photos. Même s'il ne risque pas grand-chose, il préfère se cacher au moindre promeneur. Ça fait partie du plaisir, le cache-cache un peu. Ouais, ça fait monter un peu l'adrénaline, oui. Et cela n'empêche pas l'exploration proprement dite. Étage par étage, pièce par pièce. L'hôpital abandonné finit par révéler sa pépite. Au détour d'un couloir, un bloc opératoire dont la lampe se transforme en une sorte de Graal. Ça c'est très très rare. Quand on arrive, en général, ça a été volé ou cassé, pillé, tagué, enfin... dans les hôpitaux, on tombe rarement sur les lampes d'opération, là on est dans un bloc. Alors quand je tombe là-dessus, moi je suis plutôt content parce que c'est des choses qu'on voit pas souvent. Tous les gens qui sont passés dans cet hôpital, quand il était en activité, ça ils l'ont pas vu, parce que quand ils sont rentrés là, ils étaient endormis. Donc il y a peu de monde qui voit ça en fait. En fait, c'est même une série de salles d'op que les deux confrères ont débusquées. Ah ouais. 2 heures de prospection plus tard, ils lèvent le camp direction la sortie. Sauf que tout à coup, Bouge pas. Bougez pas. Seth vient d'entendre des voix. Peut-être des gardes. Tiens, viens voir. Alors, visionner sans mètres ? Finalement non, fausse alerte. Il s'agit d'une autre équipe d'explorateurs. Des Anglais et des Hollandais. Tout va bien. Le lieu commence à être connu, tout simplement. Rapide discussion, échange de coordonnées, c'est en quelque sorte la sociabilité de l'urbex.
Bah là, en partant, il nous a dit on s'échange nos emails et puis si vous venez faire un tour en Angleterre, vous passez un coup de fil et puis... On les a invités en France aussi. Voilà. Il y a des chances qu'ils nous contactent et qu'ils viennent. Ça serait sympa. Vu qu'ils feront l'effort de venir jusqu'en Belgique, finalement descendre jusqu'à Lyon, ça va pas être très compliqué. Aujourd'hui, les explorateurs avec qui on partage le plus d'infos, c'est des gens qu'on a croisés sur des sites. Seth et Sentinelle seront peut-être dans les derniers à faire cette balade. Un arrêté de démolition a été pris pour les parties les plus récentes de l'hôpital. Mais l'urbex ne se pratique pas uniquement dans des lieux abandonnés. Nous rejoignons 2 autres explorateurs en plein centre de Paris. On sort, on va là-haut, on va au sommet. Au programme, une visite impromptue de cette très ancienne église. L'ascension a lieu de nuit car l'édifice est toujours en activité. Pour préserver le sanctuaire, ils ne souhaitent pas que l'on filme leur voie d'accès à la toiture. Tout juste peut-on dire que le passage nécessite quelques notions d'escalade. Les toits, c'est vraiment leur truc. Marche bien au milieu, pas sur les ardoises. Dans leur vie professionnelle aussi d'ailleurs, l'un est cordiste spécialisé dans les travaux acrobatiques, le second couvreur. Ils sont tout juste majeurs l'un et l'autre. Ils disent savoir où ils mettent les pieds, même sur des sites classés monuments historiques, comme cette église du XIIe siècle. Vous n'avez pas peur de les abîmer? On fait quand même attention. Là, par exemple, on a marché là-dessus, là, sur le béton. Et Ouais, puis après, c'est vrai que lui, avec son métier, il connaît quand même assez bien les différentes ardoises. Et là, c'est des ardoises très épaisses, donc on peut quand même se permettre de s'appuyer dessus. C'est vrai qu'après, on se permet pas de monter sur des toitures avec de l'ardoise fine, par exemple. C'est un vrai labyrinthe. Dans quelques années, cet endroit sera peut-être ouvert officiellement aux visiteurs. Il faudra prendre un billet pour y accéder. Mais pour l'instant, les 2 jeunes gens sont parfaitement seuls, dans une sorte de musée privé. Là, on a le mécanisme de l'horloge du clocher, qui est encore en fonctionnement, qui a des tocs. Je sais pas du tout quel âge il peut avoir, mais au moins 100 ans. C'est presque un peu dommage des fois qu'il n'y ait pas des visites. Il n'y a pas des visites, ouais, on va dans des endroits des fois qui sont magnifiques, mais qui sont fermés au public, et c'est vrai que c'est un peu regrettable. Ouais. C'est un peu regrettable. En 1572, c'est le tocsin de ce clocher qui avait marqué le début des massacres de la Saint-Barthélemy. Et voilà même l'une des cloches d'époque. On atteint bientôt le sommet et la belle vue. Leur plus grande récompense se trouve à une trentaine de mètres au-dessus du sol, à un point de vue imprenable. Le Louvre, juste en face de nous, quoi, à 2 pas. À 3 h du matin, les monuments parisiens sont plongés dans la nuit. Ouais, c'est à Tour Saint-Jacques, ça. Mais leurs ombres suffisent au bonheur des 2 jeunes gens. Centre Pompidou, ouais. Et comme n'importe quel visiteur, ils prennent 3 ou 4 photos souvenirs. Seule différence, un temps de pause beaucoup plus long pour dissiper l'obscurité. De temps en temps, on essaye de faire les touristes normaux, hein, ça nous arrive quand même. Mais bon... Non, il y a aussi le fait que ça soit de nuit. De nuit, c'est quand même... c'est vrai, c'est une autre ambiance. C'est une autre ambiance. En fait, on perçoit vraiment la ville autrement, vue d'en haut. C'est à la fois une vue d'ensemble et un zoom sur la ville, parce que on arrive à distinguer un petit peu mieux le fonctionnement de la ville, les grandes artères, et en même temps on est quand même assez proche des gens puisqu'on voit chez eux, étant donné qu'il n'y a pas trop de rideaux dans les étages. Il y a bien sûr une part de hasard dans la détection d'un site remarquable. En ouvrant un peu les yeux, on peut trouver un toit ou une friche étonnante. Mais le plus sûr moyen, c'est la recherche méthodique. Et chacun a sa tactique pour repérer des sites potentiellement attrayants. Nous avons rendez-vous au musée de la mine de Saint-Étienne. Le bassin houillé de la ville a été l'un des premiers à être exploité en France. Voilà qui intéresse ce vieux routier de l'urbex. C'est la première étape pour lui, la recherche documentaire. Pour avoir accès aux archives Neuro, c'est encore un pseudo à un peu tricher, il a prétexté un livre à écrire sur les mines. J'ai retrouvé ce plan-là qui appartient aux archives municipales de Saint-Étienne, une copie où vous allez avoir l'emplacement de plusieurs puits. Ouais, alors ça, les puits, je les ai déjà en fait. Oula, j'ai pas tout ça par contre. Maintenant, tout est bouché. Ouais. En principe, les houillères, avant de fermer, ont tout sécurisé. Il ne nous dira pas quelles sont ses sources, mais selon les informations dont dispose Neuro, une partie des galeries ne serait pas noyée, contrairement à la version officielle.
Elle pourrait être visitée. Ne reste plus qu'à trouver les entrées. Qu'est-ce qui vous intéresse sur une carte comme ça? Tous les emplacements des anciennes galeries qui sont des potentiels points d'accès. Et à ce jeu-là, tout est bon pour détecter des indices. Les ouvrages d'époque, la presse, les bibliothèques municipales ou les bases de données sur Internet. Deuxième étape de cette investigation, le porte-à-porte. Le dernier puits a fermé en 1983, mais dans cet ancien quartier de mineurs, il reste peut-être des habitants ayant quelques souvenirs d'accès ouvert. Bonjour monsieur, je cherche des gens qui pourraient me renseigner sur l'ancienne mine. Par là, je sais pas, enfin moi je connais pas bien parce que là... Pas toujours concluant. Heureusement, il reste la troisième étape, le repérage in situ. Les cartes consultées au musée indiquent des entrées de galeries à proximité du puits principal. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 galeries qui arrivent là, dans le flanc de colline. La première étant juste là, dans l'axe de la galerie, juste au bord du chemin. Donc le chemin est là, donc vraiment là, à 50 mètres. La galerie était là. On est exactement à l'emplacement indiqué sur le plan, pile dans l'axe du puits. Il y a 99 chances sur 100 que ce soit l'ancienne galerie en fait qui a été comblée. Si, comme c'est très souvent le cas, en fait, l'entrée a juste été bouchée avec 2 camions de terre mises dans l'entrée, on peut creuser une chatière. Sa technique est rodée depuis 20 ans que Neuro pratique l'urbex. Mais s'il est très connu dans le milieu, c'est surtout parce qu'il tient à son domicile l'unique boutique spécialisée de la discipline. Un commerce en ligne, dont les rayons sont dans son garage. Sa spécialité, l'éclairage. Qu'est-ce que vous avez reçu là? Des lampes que je fais fabriquer spécialement pour la boutique. Alors, des lampes à main de haute puissance et des lampes frontales qui sont conçues et testées spécialement pour l'urbex. Son produit phare, des lampes à acétylène. Des lampes de mineurs. Donc soit des lampes à acétylène, des modèles de casque. Entre 50 et 80 euros pièce. Des lampes à main. Il en a la distribution exclusive en Europe. Donc toujours des lampes à acétylène. On n'en trouve plus en France depuis les années 30. Donc ça c'est un produit typiquement pour lequel il y a une demande, pour lequel il y a un besoin et pour lequel les magasins de sport actuels ne fournissent pas. Il a déjà près de 2000 clients sur son fichier. On a des très grands sacs de 33 litres. Depuis quelques mois, Neuro se verse même un vrai salaire grâce à l'activité de son petit business. La fréquentation de son site a bondi de 200% en un an. Je le sens au niveau des commandes et je le sens au niveau des contacts que j'ai avec les clients. Puisque j'ai de plus en plus de demandes d'informations, de demandes de matériel. Et puis je suis très très présent sur les forums internet. Et là on peut se rendre compte que la population d'urbexeurs augmente, est en nette augmentation depuis un an. Les urbexeurs débutants ne sont pas durs à trouver. Direction la Côte d'Azur, où nous avons suivi Jonathan et Sylvain. L'un est graphiste, l'autre informaticien. Ce sont des bleus dans la discipline. Ils ne pratiquent que depuis 6 mois et ils ont encore parfois du mal à trouver des lieux qui valent le coup. Mais aujourd'hui, ils ont peut-être une adresse. Elle doit pas être très loin, d'après le GPS, elle doit être quelque part sur la route, là où il y a les arbres. Ouais. La maison abandonnée est située sur le front de mer. Pas vraiment l'idéal pour une visite discrète. On va voir. Ouais. Allez, c'est parti, je suis dessus. L'entrée se trouve à l'arrière du bâtiment. Mais très rapidement, une fois à l'intérieur, Jonathan et Sylvain déchantent. Sylvain, ouais, il y a du lumière. Et de l'électrique. Ouais, c'est la lumière. On va se barrer.
habité, enfin squatté. Genre ils ont dû choper de l'électricité, je sais pas où. On va pas déranger. On va pas rester longtemps. Une propriété en évidence, une entrée à la portée de tous, cela ne ressemblait pas au spot idéal. Sauf qu'au début, on n'a pas vraiment le choix. Au début c'est facile, c'est des petits accès faciles comme ça, mais c'est pas des lieux impressionnants, c'est des lieux assez basiques quand on connaît pas l'urbex. Les pratiquants historiques, ils vous donnent pas des tuyaux au début Non, en fait c'est du donnant-donnant à chaque fois, donc vu qu'on n'a rien, finalement on peut rien leur proposer et eux ils nous proposeront rien. Donc le but c'est justement de trouver par nous-mêmes des lieux intéressants et après de discuter avec eux, les rencontrer, et essayer de partager des choses quoi. Dans quelques temps, avec un peu de persévérance, ils arriveront peut-être à faire ce genre de spot. Neuro n'a pas encore trouvé sa mine à Saint-Étienne, mais en attendant, il a d'autres terrains de jeu. Cette carrière souterraine de ciment, par exemple. L'endroit est top secret. La condition express pour les accompagner, ne pas révéler la localisation exacte de ce boyau. Seule une quinzaine de personnes seraient au courant que ces galeries sont visitables. C'est un des sites que le boutiquier affectionne particulièrement. Mais dès l'entrée, nous sommes mis en garde. C'est en train de tomber quoi. Donc cette zone-là, faut pas s'arrêter. Quand on touche, il y a tout qui tombe. Donc il faut voir que dès qu'on frotte la tête, on peut être amené à prendre 50 kg sur la tête. Quoi. Et c'est partout comme ça dans la carrière ? Non, principalement près de l'entrée parce que c'est influencé par le courant d'air à l'extérieur qui vient mettre du frais de temps en temps et qui vient faire péter les pierres. La carrière est gigantesque, des kilomètres de galeries, ce qui la rend particulièrement intéressante. Quand l'exploitation s'est arrêtée ici, il n'a pas été possible de ramener tout le matériel en surface. Plus on s'éloigne de l'entrée, oh, les belles chaussures à clous, plus l'on trouve des signes de l'ancienne occupation. C'est la différence avec la spéléologie. On a une magnifique lampe à race. Ça, c'était un truc utilitaire. Les urbexeurs ne viennent pas sous terre admirer des cavités naturelles. Ils recherchent les témoignages d'une activité passée. Waouh. Ah, ça, c'est le genre de truc que j'aime. Ah, il bouge même plus. Des fois, il y en a qui bougent. C'est magnifique. Hein. Un résidu de zone de repas. Ça, c'est des boîtes de sardines. Ça, c'est des os de poulet. On peut imaginer qu'il y a 50 ans, 60 ans, ici, à l'époque du repas, il y avait 5 ou 6 personnes en train de rigoler, de discuter, etc. Ou de s'engueuler. Ou de s'engueuler. Et là, on en est très loin quand même. On a beaucoup de mal à imaginer que ce lieu a pu être habité, en fait. Qu'est-ce que vous venez chercher, ce terrain ? L'histoire, avec un grand H. Les racines de l'histoire. Là, on est vraiment au cœur de l'histoire. Il y a des bâtiments importants qui ont été construits avec du ciment qui venait d'ici. Quand on est ici, on est vraiment dans ce qui a fait la richesse de la région. C'est la marque et à la fois du génie et de l'obstination de l'homme. C'est que là, il y a quand même quelques millions de mètres cubes de roches qui ont été enlevés à la main. Sur ces casse-gueules ici. Attention, ne t'appuie surtout pas sur la barrière. Parce que c'est que du décor. Pour Neuro, ces petites traces d'histoire justifient amplement les risques pris. La sécurité, c'est l'une des raisons évoquées par ces pratiquants avertis pour ne pas divulguer à n'importe qui ce genre d'endroit. Et ça va être la partie en activité. Chaque spot recèle des pièges, mais les plus sournois sont les sites industriels. Comme cette ancienne centrale électrique que Seth et Sentinelle ont prévu d'explorer au cours de leur virée en Belgique. L'usine est encore plus dangereuse que prévu. En s'approchant, les deux explorateurs ont la surprise de constater que le bâtiment n'est pas totalement hors service. On entend clairement qu'il y a un transformateur à l'autre bout qui fonctionne, parce que ça bourdonne. Donc on s'assure d'abord que effectivement cette partie-là elle est bien abandonnée pour pas pénétrer sur un site en pleine activité. D'autant qu'il y a un risque électrique qui est grand. Parce que ces transformateurs haute tension, ça peut être super dangereux. La centrale a presque 100 ans, mais elle fournit encore de l'électricité pour les usines du bassin industriel. Dans ces cas-là, mieux vaut ne pas être seul. En cas d'accident, l'autre au moins peut prévenir les secours. Il y a plein de dangers potentiels, que ce soit simplement de se cogner la tête ou que le vent fasse tomber quelque chose. Donc le casque, les gants pour se protéger les mains, ça fait vraiment partie de
de l'accessoire indispensable. Tous ne prennent pas ces précautions. Pour Seth et Sentinelle, cela leur permet de se concentrer ensuite sur l'essentiel, la découverte. Une exploration qui consiste surtout pour eux à trouver les meilleurs angles imaginables pour photographier tout ce qui mérite de l'être. Là, je vais aller faire une photo sur les poutres qui sont derrière. C'est moins sécurisé que le reste du bâtiment, donc je vais m'attacher. Il y a 3 ans, Seth est tombé dans l'urbex après avoir vu une très belle photo d'exploration. Depuis, à son tour, il essaye de provoquer la même émotion. Sur un site comme ça, on va peut-être faire 150 photos, 150 photos. Chacun. Ça fait beaucoup de photos. Mais comme on va pas revenir tous les jours, on préfère balayer large. Et puis, quitte après avoir des déchets, ce qu'on appelle les déchets, donc des photos qu'on va pas retenir. À la fin, il n'en restera plus qu'une quinzaine qui alimentera le site internet de l'équipe. Je me mets dans l'habitation. Ce soir-là à Bruxelles, ils mettent d'ailleurs à jour une de leurs pages web. Avec une vue d'extérieur et on termine avec une vue d'ensemble. Ah ouais, ça c'est bien. Donc les photos sont prêtes. Allez. On a une bonne galerie. Avec la galerie de photos, ils postent aussi quelques mots pour expliquer le déroulement de la visite. Mais pas question d'en dire trop. Toujours ce culte de la discrétion autour de la localisation des spots. On laisse certaines indications volontairement dans le texte parce qu'on estime que d'autres explorateurs qui vont tomber dessus, s'ils s'en donnent la peine, ils vont peut-être arriver à trouver le lieu par eux-mêmes. Ce que nous on a fait pour certains des spots qu'on a visités. Donc on le cache pas complètement, mais on l'offre pas non plus comme ça à tout le monde. Ça demande un petit travail de recherche quand on arrive sur notre site pour arriver à trouver les lieux. Hop, c'est en ligne. En 3 ans, ils ont ainsi présenté une 60aine de lieux à la communauté de l'urbex. Des lieux soigneusement rangés par catégorie, des églises, des châteaux, ou même cette prison qu'ils sont encore peut-être les seuls à avoir fait. Si les adresses ne circulent pas trop ouvertement, c'est tout simplement pour les protéger, car une fois qu'un site est trop connu, il se dégrade très rapidement. Pour découvrir le cauchemar de l'urbexeur, nous nous rendons dans un ancien sanatorium des années 30. Seth et Sentinelle, de retour de leur virée en Belgique, ont tenu à nous amener ici. Il y a encore 6 mois, des gardes patrouillaient dans les parages. Mais depuis qu'ils sont partis, la superbe bâtisse est la proie des pilleurs. Alors là, les gens ils sont carrément venus avec une grue pour sortir le matériel des étages. On a des récupérateurs pro là. Là, ils sont en train de démonter le toit. Ils démontent tout le toit et ils piquent des tuiles. Du vol pur et simple. Tout ce qui pourra resservir ou être revendu en brocante est arraché. Voilà. Une fois qu'ils sont passés, il ne reste plus rien. Non. Bah là, il restera déjà plus le toit, donc l'eau va s'infiltrer, va pourrir les poutres et les cloisons, et puis le bâtiment s'écroulera sur lui-même dans quelques mois ou quelques années. Avec l'augmentation du cours des matières premières, les métaux par exemple se revendent très cher et le sanatorium désaffecté est devenu une véritable mine à ciel ouvert. Donc c'est des dalles de construction qui sont arrachées des murs pour reconstruire. Ça se revend ? Ça se revend ou ça s'utilise parce que ça vaut quand même assez cher dans le commerce et démonté proprement. Et c'est réutilisé après pour des constructions particulières. Là, on peut voir qu'il y avait des radiateurs, le cuivre a été récupéré, les faux plafonds, donc toutes les gaines électriques sont systématiquement arrachées pour récupérer le cuivre, qu'il y a dans les fils. On s'attendait à ce que ce soit dégradé, mais pas forcément à ce point-là. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de cloison. Ils ont emmené même les murs des bâtiments. Donc on savait que depuis que c'était plus gardé, qu'il y aurait des dégâts, mais pas forcément comme ça. Là, il y a plus, pour nous en tout cas, il n'y a plus aucun intérêt au lieu. Donc c'est un spot qu'on n'a pas pu faire, on a raté, quoi. Pour éviter ce genre de désastre, Seth et Sentinelle se transforment parfois en anges gardiens. Pas loin du sanatorium, un autre site.
beaucoup plus confidentiel celui-ci. Un ancien couvent. Pas encore de pillards à l'œuvre, mais déjà quelques dégradations. Si ça se trouve, ils sont arrivés de ce côté pour essayer de rentrer. Construit dans les années 30 pour accueillir une trentaine de sœurs, l'édifice a vu sa population baisser. Il devenait difficile à entretenir. L'église l'a fermé en 2007. Voilà. La dernière fois, c'était hermétique. Et donc là, il y a des gens qui n'ont pas trouvé moyen d'entrer sans casser, ce qui malheureusement arrive, et donc ils ont cassé. Pour éviter que le site ne continue à décliner, ils ont décidé de condamner l'accès le plus évident, même s'ils n'ont aucun droit légal d'agir ainsi. Quand le lieu est abandonné, en général, il y a un peu personne qui s'en occupe en fait. Donc soit il n'y a pas de propriétaire, soit il ne veut pas s'en occuper. Donc on fait ce qu'on peut, tout simplement. Une démarche un peu égoïste puisqu'il s'agit d'abord de protéger leur terrain de jeu personnel. Mais cela va un peu au-delà. En évitant que les propriétaires ne déposent plainte, CET espère aussi contribuer à la relative tranquillité qui entoure la pratique. Il est clair que s'il y a de plus en plus de monde qui pratique et qui dégrade, il y aura de plus en plus de sanctions et de contrôles et voilà, d'arrestations et autres. Jusqu'à maintenant, on n'est plutôt pas embêté par rapport à ça tant qu'on est réglo. C'est encore un espace de liberté. C'est encore un espace de liberté si on est réglo. C'est bon? Ouais. Allez. Ouais. Le couvent, au moins, aura retrouvé sa quiétude. Pour quelques jours, quelques semaines, jusqu'à ce que quelqu'un ne repère une nouvelle entrée.